Alors, bonjour à tous, bienvenue à la présentation de ce soir. Je m'appelle Melissa Wharton, je suis spécialiste en marketing chez TELUS Santé, mais ce soir, j'ai l'honneur d'être votre maître des cérémonies. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir et on espère que vous apprécierez la présentation. Bonjour, alors moi c'est Mélanie Portal et je suis kinésiologue, physiologiste de l'exercice et aussi entraînement musculaire et conditionnement physique. Et j'ai ma maîtrise en kinésiologie. Alors, comme vous pouvez voir, j'aime un petit peu tout. J'aime travailler avec toutes les populations. Alors, j'aime les conditions chroniques, les côtés performance, athlétique et aussi monsieur, madame, tout le monde. Vraiment, qu'est-ce qui est ma spécialité? C'est la réadaptation active, la prescription à l'exercice des programmes et aussi d'évaluation des musculaires, de posture et aussi pour vous aider à atteindre un objectif, un plan d'objectif pour bien l'atteindre. Alors, pour moi, ce qui est vraiment important en termes de que j'ai appris en ma maîtrise, c'est vraiment une approche très personnalisée et pour être sûr que vous apprenez bien et que vous retenez bien les mouvements et aussi que vous pouvez l'appliquer bien dans votre vie. Alors, pour moi, la dernière ligne que j'ai écrite là, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir quelqu'un réapprendre à faire confiance à son corps. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui amène la joie par-dessus tout, c'est revoir, c'est voir les gens se connecter avec leur corps, bien comprendre comment ils fonctionnent et en plus développer et améliorer dans leurs objectifs. Alors, un peu à propos sur les cliniques de la télésanté, on est un réseau de professionnels de la santé reconnus qui déterminent les risques de la santé, qui aussi d'inciter à des choix de vie positifs et d'améliorer les résultats pour les patients. Alors, on est la 16 cliniques télésanté à l'échelle du pays. Et maintenant, Copeman Healthcare, Medicis et Horizon ont fait tous partie de cette famille. Alors, les membres de notre équipe, on a des kinésiologues, les physiologistes de l'exercice et d'entraîneurs personnels qui sont disponibles pour vous aider, qui sont là pour répondre à vos questions. Et à la fin de ce webinaire et aussi après ça, vous êtes la bienvenue de nous demander des questions et on est là pour vous supporter. Alors, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, moi, ça m'est important qu'on parle comment créer un plan, comment établir un plan pour apprendre à courir. Parce que on ne veut pas répéter comme la nouvelle année, les gens, ils sont tous sont contents, ils sont heureux. Allez, on a des objectifs. Après 4, 5, 6 semaines plus tard, là, on a moins de motivation. Alors, on ne veut pas répéter ces problèmes-là. Alors, j'ai quelques idées pour vous aider, pour vous soutenir. Et après ça, on va parler comment ajuster le rythme de course, l'intensité de la course, différentes façons qu'on peut faire pour s'assurer qu'on n'atteint pas un plateau, qu'on peut continuer à s'améliorer. Et aussi, s'il y a des blessures ou des choses qui se présentent, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à courir sans problème. On va parler de l'hydratation, des blessures et l'équipement qu'on a besoin pour courir et des considérations aussi de sécurité et à la fin des questions. Alors, on commence, il y a les 6 bases de la planification. Alors, les 6 bases qu'on va parler, c'est l'autorisation, quoi, pourquoi, quand, où et qui. Alors, on va commencer avec numéro 1, autorisation. Des fois, ce n'est pas le plus intéressant, mais c'est vraiment important. C'est super, super important de considérer est-ce qu'on a besoin d'obtenir une autorisation médicale ou des recommandations de notre médecin ou d'autres professionnels. Alors, une bonne raison, surtout si c'est la première fois qu'on commence à courir, on a décidé, allez hop, là, on commence, ça vaut la peine. Nos médecins, ils ont l'histoire médicale depuis longtemps et des fois, ils ont des recommandations qu'on n'aurait pas pensé. Alors, ça vaut la peine de leur demander, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Si oui, quelle intensité que je devrais commencer? Des fois, ils ont des bonnes recommandations. Numéro 2, surtout si vous avez des problèmes où on soupçonne un problème cardiaque ou respiratoire, ces deux systèmes-là, on les utilise beaucoup en courant. Alors, on veut s'assurer que ça fonctionne correctement, encore une fois, des bonnes recommandations. Numéro 3, si on prend des médicaments, il y a certains médicaments qui peuvent affecter les fréquences cardiaques et la façon qu'on se sent pendant qu'on court et qu'on se force plus. Alors, aussi, encore bien s'attendre et savoir comment les médicaments affectent la course. C'est bien de savoir pour bien planifier. Numéro 4, alors vous avez d'autres problèmes chroniques. Alors, si on a de la douleur chronique ou de diabète ou d'autres
d'autres conditions, c'est qu'il y a souvent des recommandations très spécifiques à ces conditions-là pour commencer, encore une fois, pour s'assurer qu'on commence sur le bon pied et qu'on s'améliore d'une façon saine. Après ça, si on a des blessures chroniques, si on a de la douleur, si on s'est foulé une cheville ou si on a eu une chirurgie, surtout au bas du corps, ça vaut la peine de considérer, peut-être même parler à un physio, être sûr que biomécaniquement, qu'il ne va pas avoir de problème qui va se pointer quand on commence à courir. Et aussi, s'il y a quelque chose qu'on peut faire en même temps que la course pour qu'on s'améliore plus vite et sans douleur. Et enfin, si on est enceinte, il n'y a aucune grossesse qui est pareille. Alors, il y a des femmes qui peuvent courir jusqu'à la fin de leur grossesse et il y en a qui ne peuvent pas courir. Alors, ce n'est pas nécessairement en sécurité pour le bébé. Alors, ça vaut vraiment la peine, encore une fois, demander au médecin, être sûr que c'est une bonne chose pour nous. Sinon, il y a d'autres options. On peut toujours marcher. Je vous offre des solutions et d'autres options à la fin du webinaire. Alors, vraiment, la question à se demander, est-ce que je mets toutes les chances de mon côté? Super important. Bon. Alors là, numéro 2, de quoi s'agit-il? Alors là, c'est là qu'on veut penser, c'est quoi notre objectif de course? Je vous invite, si vous avez un papier et un crayon, d'écrire, écrivez, même si ça n'a pas nécessairement, si vous ne voulez pas courir, commencer à courir là tout de suite, ce serait quoi votre objectif d'exercice? Et au fil de ces points, après, on pourra revenir voir, être sûr que ça s'aligne bien pour le succès. Alors, j'ai marqué quelques exemples parce que les objectifs, ce n'est pas seulement juste courir un certain nombre de kilomètres, ça peut être pour s'améliorer la technique de course, ça peut être, oui, parcourir un kilométrage spécifique, peut-être c'est courir sans douleur parce qu'on a eu une blessure, là on veut courir. Peut-être c'est pour s'entraîner un marathon, une course spécifique, peut-être c'est pour augmenter notre confiance et notre force musculaire, peut-être c'est aussi pour améliorer la santé cardiovasculaire, ou juste simplement pour se prouver, pour sentir bien qu'on a établi une routine régulière. Et la liste peut continuer. Il y a plein de raisons. Alors, je vous invite à penser à qu'est-ce qui résonne avec vous, écrivez-le et on continue. Et maintenant qu'on a une idée c'est quoi notre objectif, on va penser comment est-ce qu'on va mesurer cet objectif-là. Alors, l'exemple que j'avais donné en premier, c'est si on veut améliorer notre technique de course, peut-être pour nous, on pourrait mesurer en termes de prendre une vidéo au début, une vidéo après un autre mois, voir si on s'améliore. Ça peut être la même chose si on veut courir 5 km. OK, là, on peut l'écrire dans une application, on peut l'écrire dans un journal. Il y a plein de façons qu'on puisse voir, être sûr qu'on a ce progrès. La dernière point ici où je marque rien, c'est pour les gens des fois comme moi et plein d'entre nous que des fois, les mesures objectives, ça ne nous motive pas. C'est presque le contraire, ça va nous démotiver parce que là, on est un peu anxieux que, mais si je n'ai pas couru mon objectif d'1 kilomètre aujourd'hui, je n'ai pas envie de l'écrire, alors je ne vais pas le faire. Ça arrive souvent. Alors, je vous invite que n'importe qu'est-ce que vous faisiez, c'est parfait et vous n'avez pas besoin de l'écrire, mais il y en a d'entre nous qui adorent mesurer les choses. Alors, ça dépend, encore une fois, qu'est-ce qui nous motive? La dernière question que j'ai écrite là, c'est que vous mesurez doit être motivant pour vous. Et ça peut changer. Au début de la course, peut-être, on commence par juste faire des coches. J'ai couru aujourd'hui, parfait. Et peut-être dans un mois, on est plus à l'aise. Là, on peut écrire spécifiquement qu'est-ce qu'on fait. Alors, vraiment être assez souple avec la façon qu'on approche. Ça garantit un peu plus, ça garantit le succès. En prochain, pourquoi est-ce qu'on court? Il faut qu'on pense à ça. C'est quoi la raison qu'on court? Il faut qu'on cherche un petit peu plus profondément. C'est là souvent que la nouvelle année, que les gens, ils commencent, sont contents, ça va bien, et tout d'un coup, là, ça ne marche plus parce que ça ne rentre pas dans leur vie, ça ne vient pas les chercher dans un autre niveau plus profond. Alors, je vous invite à regarder cette liste. Elle est très courte, celle-là. Si vous voulez regarder d'autres priorités et valeurs, vous pouvez chercher, il y en a des centaines. Voici juste quelques-unes que moi, je trouve qui sont bien, que j'ai trouvées. Alors, il faut qu'on réfléchisse à nos priorités et valeurs dans nos vies. Des exemples, ça peut être rôle de parents, ça peut être amis, communauté, santé mentale, ça peut être la carrière, créativité, gestion de stress. Il y a plein de raisons, plein de trucs qui peuvent être priorité dans notre vie maintenant. Alors, pensez-y. Je vous invite à écrire à côté de votre objectif que vous avez mis et aussi comment vous avez le mesuré. Maintenant, on va écrire c'est quoi les top 3 priorités ou valeurs dans votre vie présentement, dans les prochains 1 à 6 mois. Alors, une fois qu'on a une idée, je vais vous donner un exemple.
pour moi, communauté et amis, c'est quand même assez important dans ma vie. C'est sûr, surtout après une année avec COVID, la communauté, on réalise à quel point c'est important. Mais pour moi, un objectif de course, je serais plus portée à peut-être joindre un groupe ou aller rencontrer un ami au parc, qu'on vienne marcher ou qu'on vienne courir, que je marie les deux, mes priorités et valeurs, avec mon objectif. Là, on est plus porté à le faire et à avoir du succès parce que ça vient aussi d'un côté plaisir ou ça peut être aussi comme en termes de rôle de parents. Si on a des enfants, là, on sait qu'il faudra que ça fasse autour de notre horaire. On ne peut pas juste laisser tomber tout. On a des obligations, c'est important pour nous. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça rentrer ça dans l'horaire? Prochain, quand le ferez-vous? Alors, on va essayer d'éliminer autant que possible toutes les décisions. Le plus de décisions qu'on a à prendre, c'est presque garanti quand l'alarme sonne à 5 heures le matin, si il faut qu'on fasse des décisions, on retourne au lit. C'est simple. Alors, qu'on a déjà un peu un plan pour qu'on a une idée aussi qu'on va aller, moins de chances de dévier de notre objectif. Alors, à quelle heure du jour est-ce qu'on veut s'entraîner? Trouver le temps de la journée qui fonctionne le mieux pour vous et à quel moment dans la semaine aussi. Alors, choisissez le moment où vous avez les meilleures chances de le faire. Alors, c'est vraiment ça. Les gens me demandent souvent, mais est-ce que c'est mieux le matin, c'est mieux le soir ou au temps du midi? Ça vraiment pas, ça fait rien. C'est quand vous pouvez le faire. Sauf avec l'exception, je dis, moi, je fais attention de ne pas m'entraîner trop tard. Souvent, ma règle personnelle, c'est 3 heures avant le sommeil. Comme ça, j'ai le temps de bien manger, avoir assez d'eau et que mon corps, les fréquences cardiaques et tout redescendent et je me calme pour avoir une bonne nuit de sommeil. Alors, ça, c'est le seul petit truc. Si on s'entraîne trop tard, des fois, ça affecte notre sommeil et ça peut, long terme aussi, nous affecter avec l'énergie. Alors, autre que ça, quand ça rentre dans l'horaire, c'est là que ça va mieux. Bon, où irez-vous? Une autre décision qu'on veut déjà prendre, comme ça, on n'a pas besoin d'y penser. Quel parcours qu'on veut faire? Alors, on peut choisir si on a un parc préféré, si on a des sentiers préférés, si on sait qu'on va juste sortir de la porte ou si qu'on va aller déjà l'avoir dans notre tête ou l'avoir écrit. Ça va nous aider de s'y rendre. On n'a pas besoin, encore si vous êtes comme moi, des fois, j'aime la variété, j'aime pas toujours faire le même parcours, mais je sais très bien aussi que je vais me rendre avec ma voiture, je me stationne là et de là, après, là, on va voir, je peux courir où ça me plaît, mais au moins, je sais où je commence. Alors, je vous suggère encore une course à un parcours spécifique ou au moins un lieu spécifique où vous y allez. Numéro 2, pensez le type de terrain. Alors, il y a de l'asphalte, du gazon, des pistes, du gravier, il y a plein de sortes de terrains qu'on peut se courir dessus. Et il faut aussi penser que l'asphalte, c'est plus dur sur le corps et les articulations. Alors, des fois, varier si on peut, c'est pas toujours possible, mais si on peut varier, c'est une bonne idée d'avoir cette variation dans notre plan aussi quand on choisit où on veut courir. Ça peut nous permettre d'avoir peut-être moins de blessures et aussi juste plus de variation. Et alors, à qui rendez-vous des comptes? Alors, ça, c'est la dernière section qui est super importante. Alors, on peut avoir un accompagnateur comme un ami, un groupe organisé, comme je parlais, un entraîneur. Il y a plein de plateformes virtuelles maintenant. Il y en a plein qui est génial, qui peut nous donner, où on peut donner des comptes et s'assurer qu'on se pointe ou au moins qu'on met nos données. Il y a plein de façons. Numéro 2, il y a aussi des outils. Ça, il y en a plein. Il y a Strava, Nike Run Club. Vous pouvez lire la liste et ça. Il y en a où c'est juste pour des données, des métriques. Il y a un GPS qui calcule la route pour nous. Ça nous dit à la fin combien on a fait, combien de temps, l'élévation, les fréquences cardiaques. On peut avoir toutes les métriques qu'on veut. Et il y en a certaines d'autres applications que c'est plus pour apprendre à courir. Alors, ça commence par journée 1. On court X nombre de kilomètres ou X nombre de minutes. Et après, là, on monte en fonction de l'application va nous donner des idées, des suggestions, comment le faire. Alors, ça va vraiment nous rappeler, là, il faut qu'on se réchauffe, là, il faut qu'on s'étire, là, il faut... Alors, ça dépend vraiment du niveau de support et d'information qu'on veut. C'est tout disponible. Et si vous voulez des suggestions plus spécifiques, on peut en parler à la fin ou je peux même envoyer des liens et d'autres suggestions pour vous. Alors, je voulais juste vous donner un exemple très court. Ça, c'est plus un exemple personnel. Vous pouvez aussi connaître un peu plus. Alors, de toutes les 6 points qu'on parlait, l'autorisation, oui, je l'ai bien obtenue. Quoi? Alors, pour moi, un de mes buts dans les prochains 4
moi, je veux faire une course de sentier de 20 km. Alors ça, c'est mon objectif. Et mon autre objectif, que je n'ai pas toujours très bonne à écrire les métriques, c'est de m'avoir un journal où j'écris à chaque fois que je m'entraîne au moins combien de kilomètres et d'autres données qui est important pour moi. Et pour moi, les raisons pour lesquelles que je veux faire ça, c'est pour la santé, un sens de communauté et aussi, après une blessure, j'ai envie de retourner, j'ai envie de reperformer. Ça fait longtemps depuis que j'ai pu courir, alors là, là j'ai envie de performer encore. Quand je m'ai mis le mardi, jeudi et dimanche, ou la salle de sport et des sentiers, alors je fais les deux, la musculation et aussi courir, et qui j'ai une amie avec qui je retrouve à la salle de gym et que je sais si je me pointe pas là, elle va m'appeler, alors j'ai une personne à qui rendre des comptes et mon journal de bord. Alors, et je vous invite de faire pareil, écrivez-les tous, regardez est-ce que ça rentre ensemble, est-ce que c'est bien, ça se complètement bien. Bon, examinons quelques mythes répandus sur la course à pied. Numéro 1, le plus que je cours, le plus que je m'améliore. Alors, dans un sens, oui, le plus qu'on fait une tâche, le plus en général qu'on s'améliore. Mais dans le corps, c'est plus une courbe en U. Alors, on s'améliore, mais après, il y a un certain point que là, si on dépasse, on recommence, la performance peut commencer à descendre, la fatigue, on a peut-être la fatigue mentale, il y a aussi l'augmentation des risques de se blesser et une mauvaise récupération pour le prochain entraînement ou en général. Alors, on veut essayer vraiment de trouver cette zone de performance optimale. Des fois, ça prend un peu de temps pour y trouver parce que chaque personne, ça va être différent. Chaque personne a des stress dans leur vie différents aussi. C'est pas seulement la course, ça va venir du travail, de la famille, des amis, tout. Tout ça vient chercher pour le niveau de stress sur le corps. Alors, il faut qu'on joue avec. J'espère qu'on pourra parler des quelques bonnes idées pour gérer ça. Prochain ici. Bon, alors, on veut ajuster, pour ajuster le rythme, on veut commencer, il y a 3 trucs qu'on peut changer. Alors, ou on peut augmenter ou diminuer la distance de course, ou on peut augmenter et diminuer le temps de course, ou on peut augmenter et diminuer les fréquences de sessions par semaine ou par mois. Alors, on regarde ça en termes de volume. Ça va, nos objectifs et le niveau d'expérience va déterminer aussi où c'est qu'on va commencer. Alors, si on a un objectif très de performance, dans 6 mois, je veux courir en marathon, là, je sais de 6 mois jusqu'à là, il faut que je m'assure que je me rende, que j'ai assez de kilomètres de couru, que je me sens confortable pour ma course. Alors là, il faut que je travaille presque en reculant. Si c'est plus pour plaisir, là, qu'est-ce qui vient important, c'est de s'assurer qu'on a des pauses, on a des semaines de récupération pour comme ça, on peut continuer à bien aimer la course sans qu'il y ait des blessures ou des trucs qui viennent s'infiltrer. Alors, là, c'est là la récupération un peu plus importante, mais pour le plaisir, peut-être on a moins de structure, mais il faut toujours qu'on considère des changements aussi. Le niveau d'expérience va aussi jouer pour acquis. Alors, si on est débutant, en général, on recommande pour commencer la course 2-3 fois par semaine. Après, là, on peut augmenter à chaque semaine, à chaque mois, dépendamment comment le corps s'ajuste. Et si on est un coureur d'expérience, là, on va sûrement avoir une meilleure idée d'où on va commencer. Mais par exemple, même si on a l'expérience, mais on revient d'une blessure, on peut quand même commencer 2-3 fois par semaine et on augmente. Une autre stratégie aussi, si on a le temps, c'est on peut faire des sessions plus courtes, alors même entre 5 et 20 minutes, mais plus souvent, alors 4, 5, 6 fois par semaine, et vraiment des petites séances, et que là, on peut augmenter. Ça va juste être en fonction du temps. Et, et le truc, alors la petite charte là à droite, le principe de la progression, à chaque petit but, ça représente une semaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est à chaque semaine qu'on augmente un petit peu, ou comme je dis, de la distance, la fréquence d'entraînement ou le temps de course, qu'on augmente un peu pour à peu près 4 semaines. C'est la règle générale. Après ça, on redescend un peu pour donner le corps le temps de récupérer. Après, on remonte. Alors, il y a des gens qui trouvent qu'il y a un plateau, qu'ils ont frappé un plateau, qui ne s'améliorent plus. Souvent, c'est qu'ils ne font pas autant cette progression. Ils essaient de rester les mêmes kilomètres ou que augmenter, augmenter, augmenter. Et c'est là on se trouve dans des problèmes ou de la douleur ou juste simplement le corps ne s'améliore pas parce qu'il n'y a pas assez de temps pour
récupérer. Mais notez, quand je dis récupérer, on ne descend pas jusqu'au bas parce qu'on ne veut pas descendre trop bas et revenir où on a commencé à chaque fois parce que là, on va peut-être perdre un peu de tout ce qu'on vient juste de travailler pour. Alors, on va descendre assez pour récupérer, après on remonte. Alors, ça, c'est un peu le principe en général. Et oui, alors on va passer au prochain. Alors, pour la récupération, comme je disais, ça c'est une autre partie qui est importante. On a deux styles de récupération, active et de repos. Alors, active, ça peut être quelque chose comme la marche rapide, un changement d'activité si on a d'autres sports qu'on joue. Ça peut être la course très lente, mais ça c'est en général pour quelqu'un qui est bien entraîné. Si on vient juste de commencer la course, si on fait une course lente, ça peut peut-être être toujours un petit peu trop de stress pour le corps. Alors là, on va faire la marche rapide ou quelque chose comme ça. L'entraînement musculaire, fait volume, ça aussi, toutes ces activités-là seraient vraiment bien pour la réadaptation, la récupération active. Sinon, on peut avoir des jours de repos si on a vraiment besoin d'un bon repos ou on n'a juste vraiment pas l'opportunité pour aller s'entraîner. On peut faire, on peut faire des activités de loisirs. Là, c'est là qu'on peut aussi rentrer les exercices de physio qu'on nous donne mais qu'on ne fait jamais. C'est une bonne opportunité là qu'on fasse ces exercices-là pour travailler sur la mobilité et la stabilité. Et une chose que je voulais aussi parler, souvent, les gens sont comme « Ah, mais je ne suis pas sûre, qu'est-ce qui est assez, moi aussi que je commence ». On veut penser aux directives canadiennes de l'exercice physique ici. Ils suggèrent 150 minutes par semaine de l'activité physique d'intensité modérée à élevée. Alors, on va s'assurer qu'on a au moins ça. Ça, c'est une bonne place pour commencer. 150 minutes, c'est juste au-dessus de 2 heures par semaine. Alors, c'est une bonne place de commencer là et qu'on augmente. Et notez encore, c'est de l'intensité modérée à élevée. Alors, les activités un peu à intensité plus basse, c'est bon pour la récupération active, mais ça ne compterait pas vers ces 150 minutes. Alors, juste pour un petit rappel. Mais numéro 2, courir plus longtemps, un rythme plus lent est mieux que de courir plus rapidement pendant une séance plus courte. Alors, la raison pour laquelle c'est un mythe, c'est varier l'intensité, c'est super important. Alors, c'est important de faire des courses, oui, qu'on court longtemps et lentement, mais c'est aussi important de faire des courses, de courir et marcher, où on marche, où on court plus vite, plus lent, on change même on fait des montées, on fait des escaliers, on change de vitesse essentiellement. Et la raison, c'est aussi que ça sollicite des muscles différents. Alors, quand on va pour bouger plus vite, là, il y a plus d'activation de muscles et ça va faire un peu comme un entraînement musculaire pour ces muscles-là. Alors, la vitesse, ça fait une grosse différence. Et ça aussi, ça contribue à l'atteinte d'objectifs axés sur la composition corporelle. Souvent, un autre mythe qu'on entend parler, c'est que si on s'entraîne plus bas plus longtemps, ça va être plus axé pour la perte de poids, mais c'est montré que c'est pas vrai, que la variété est super importante aussi pour ces types d'objectifs. Alors, ici pour différentes façons qu'on peut, excusez, voilà, différentes idées pour varier vos séances d'entraînement, c'est qu'on peut faire alors des séances tempo runs ou rythme intermédiaire où on fait, au lieu de courir 5 km, on va courir 1 km mais plus vite ou 3 fois 1 km plus vite. Alors, ça va nous permettre de vraiment venir chercher d'autres musculations, ça va venir monter les fréquences cardiaques un peu plus hautes pour stresser le corps pour qu'il continue à s'améliorer. On peut faire des longues courses, on peut faire des entraînements intervalles, alors où on marche, après on court, marche, court, où on court lentement, on court plus vite et on varie l'intensité. On peut faire des entraînements en côte, ça c'est le conditionnement musculaire pour la course, c'est vraiment monter. Si on monte les courses, on travaille beaucoup plus les muscles arrière, les fessiers, les ischio-jambiers. Alors là, ça vient pour nous aider aussi pour pouvoir courir plus vite, mais aussi avoir plus de force au niveau du bassin et des hanches. On peut faire l'entraînement croisé où on peut faire de la musculation avec un peu de course ou un autre, comment jouer au sport, quelque chose qui est différent de la course régulière. On peut aussi faire de la marche. Alors, la suggestion d'entraînement que je vous propose, c'est dans les 7 à 10 jours d'essayer au moins de faire 2 des variations de laquelle on vient juste de parler.
Comme ça peut garder, ça peut vous prévenir de vraiment frapper ce plateau. On peut continuer à s'améliorer et aussi au niveau cardiaque, ça va continuer à travailler et améliorer. Alors, deux façons qu'on peut mesurer l'intensité de la course, c'est les fréquences cardiaques et aussi le EPE, échelle de perception de l'effort. Alors, les avantages de mesurer les fréquences cardiaques, c'est que maintenant, les montres de fréquences cardiaques sont super populaires, sont quand même assez abordables et elles peuvent mesurer tous les objectifs, toutes les fréquences cardiaques, la distance, tout. Alors, c'est super pratique, c'est facile d'identifier quelle zone qu'on court ou qu'on marche, qu'on s'entraîne en fait. Et ça peut nous aider encore pour pouvoir s'améliorer. Le désavantage, c'est que ça ne reflète pas toujours l'expérience subjective qu'on ressent. Alors, par exemple, si je m'entraîne avec une amie, moi, j'ai mes fréquences cardiaques à 160 et je me sens, je suis plus capable de parler, c'est dur, j'ai presque mal. Et elle, à 160, elle peut parler, elle n'a aucun problème. On a le même niveau de fréquence cardiaque, mais subjectivement, on a vraiment une expérience très différente. Alors, c'est là que l'échelle de perception de l'effort, c'est super ou important ou intéressant de considérer, c'est que ça peut nous donner une meilleure idée vraiment de quel niveau d'intensité qu'on travaille. Alors, elle, peut-être, elle serait un 5 ou un 6 et moi, je serais un 8 ou un 9. Alors, j'ai une meilleure idée maintenant quand je m'entraîne vraiment l'intensité haute. Pour moi, c'est peut-être fréquence cardiaque à 60, mais elle, ce serait peut-être à 170. Alors, ça peut changer. Qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'essayer de jumeler les deux. Alors, maintenant, je sais à 160, je me sens 8 ou 9 sur 10. Oh, je vais vous montrer vite fait, je m'excuse. La charte ici, on va retourner après. Alors, 1, comme ça vous pouvez comprendre, 1, c'est activité très limitée. On est assis sur le sofa, peut-être on se lève pour chercher quelque chose à manger, on se rassoit. C'est tout. 10, c'est activité effort maximal. Alors, c'est vraiment dans cette échelle-là de laquelle je parle. Et alors, de jumeler les deux. Alors, si on fait à 160, fréquence cardiaque à 160 et je me sens un 8 ou un 9, maintenant, peut-être dans 3-4 semaines, quand je me sens plus en forme, là, la même fréquence cardiaque, je me sentirais peut-être un 6 ou un 7. Alors, je sais que je m'améliore, je sais que l'entraînement fonctionne et aussi, j'ai une meilleure idée de comment je me sens dans le moment et je n'ai pas besoin de montre. Alors, c'est plus facile dans ce sens-là. Mythe numéro 3, il faut boire aussi souvent que possible afin de rester bien hydraté. Alors, la raison pour laquelle c'est le même principe que tout à l'heure, que c'est sur une courbe de U. Alors, oui, c'est bien, c'est important de boire, mais une fois qu'on boit trop, là, il y a des négatifs. On peut avoir la performance peut commencer à baisser. On peut sentir des crampes. Des fois, quand l'eau reste dans l'estomac, on sent que ça bouge, on a des crampes, on sent pas très bien, un peu de nausée. Ça se peut s'il faut qu'on aille aux toilettes parce qu'on a trop bu, alors là, ça va nous interrompre notre session d'entraînement ou pendant la course. Et des fois, ça fait qu'il y a un faible taux de sodium et d'électrolytes. Alors, ça peut créer des problèmes dans un autre sens différent. Alors, juste quelques recommandations au niveau de l'hydratation. On veut s'assurer pendant la semaine qu'on s'hydrate bien. Comme ça, on n'a même pas besoin de trop penser, de beaucoup, beaucoup boire la journée d'avant ou juste avant notre course. On n'a pas, le corps est déjà dans un état assez confortable. Après là, on va éviter les aliments trop salés. Et aussi, on va surveiller la couleur de l'urine, qu'elle soit claire, jaune, pâle, comme la limonade, pas trop claire. Si c'est super clair comme de l'eau, ça se peut que peut-être après qu'on commence à courir, 15-20 minutes plus tard, on va vraiment avoir besoin de toilette. Alors, qu'on a une hydration assez, mais pas trop. Consommer suffisamment des fruits et des légumes. Là, ça va nous aider encore pour hydrater le corps, et aussi les vitamines et minéraux qui sont importants pour que les muscles fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de crampes. Et avant la session, surtout en entraînement ou une course, on veut essayer de boire de 250 à 500 millilitres de liquide 30 minutes avant l'activité. Ici, c'est vraiment important qu'on essaye ces quantités avant qu'on fasse une course parce que tout le monde va être différent. Moi, je sais, je ne suis pas capable de boire trop ou manger trop avant mon exercice, mais il y en a que ça passe bien. Alors, il faut qu'on essaye. On ne veut juste pas se retrouver qu'on va pour courir pour une course et là, on sent mal et ça ne vaut pas la peine. Alors, pendant la course,
Si c'est une course en dessous d'une heure, si c'est fait pas trop chaud et on n'a pas une transpiration très élevée, on n'a pas toujours besoin de beaucoup d'eau. Peut-être à chaque 15-20 minutes, quelques gorgées, ça suffit. Sinon, là, ça va dépendre. S'il fait très chaud, bien sûr, on va augmenter l'hydratation si on transpire beaucoup, ça aussi. Et après, alors on veut boire à chaque 15 minutes d'exercice qu'on vient de faire, on veut boire à peu près 15 à 200 millilitres de liquide pour récupérer. Et c'est là que c'est le plus important. Alors, pendant la course, oui, on veut hydrater, mais la plus importante, c'est après. Mythe numéro 4. Alors, la course à pied usera mon corps. Ça, je l'entends souvent. Et, et dans le fond, la douleur, qu'est-ce qu'on ressent comme douleur après un entraînement ou une course, ça signifie souvent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'il faut qu'on modifie. Alors, je vous invite à penser à ces questions-là et examiner un peu votre corps et votre situation. Est-ce que la technique de course, ça c'est pour beaucoup, est-ce qu'on court avec une bonne technique ou est-ce qu'on est courbé ou vraiment c'est pas optimiser la fonction de course parce que de là, on met plus de stress sur les joints, les articulations, les muscles et long terme, ça peut faire qu'on va avoir des blessures. Alors, si on a ou quelqu'un ou qu'on peut demander à l'aide d'un professionnel pour revoir notre technique de course, là, on peut vraiment voir une grosse différence. Des fois, ça suffit juste de changer ça pour que ça aille mieux. Des fois, est-ce que mon programme d'entraînement est bien équilibré? Comme on vient de parler, si on s'entraîne 5, 6, 7 fois par semaine à l'intensité très haute et on n'a pas trop de récupération là-dedans, ou on ne mange pas de la bonne façon, ou il n'y a pas assez d'hydratation, il y a plein de trucs qu'on peut penser que peut-être ça vient, que ça va affecter négativement notre course et marche. Alors, on veut penser, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ajuster qui va faire que mon corps sera en une condition plus optimale? Numéro 3, est-ce que je porte attention aux faiblesses et aux raideurs musculaires ou blessures? Alors, souvent, beaucoup de douleurs peuvent être causées simplement par un débalance, un déséquilibre de musculation. Alors, souvent, quand on court, on utilise beaucoup les quadriceps, alors les muscles en avant, et les muscles en arrière, les ischio-jambiers, les fessiers, ne sont pas aussi actifs, pas aussi forts. Alors, ce déséquilibre, ça va causer que les hanches ne sont pas neutres et éventuellement causer des problèmes, comme des problèmes de tendons d'Achille, de genoux, de dos, de hanches. Il y a vraiment beaucoup de problèmes qui peuvent venir avec une faiblesse musculaire qui peut être simplement régler avec l'entraînement physique et renforcement. Est-ce qu'il faut qu'on se demande aussi l'alimentation? Est-ce qu'elle soutient mes objectifs? Très important. Et finalement, est-ce que j'accorde suffisamment de temps à la récupération de mon corps et de mon esprit? Alors, c'est encore pas une fois, c'est pas seulement juste l'entraînement, mais autour dans ma vie, c'est beaucoup d'autres stress qu'il faut que je considère. Alors, conseil d'entraînement, mettez toutes les chances de votre côté en demandant de l'aide pour les domaines améliorés. Alors, si vous avez une idée ou peut-être j'ai peut-être une faiblesse, demander de l'aide, essayer de trouver une façon pour se concentrer sur cette section-là. Comme ça, quand vous courez, on ne va pas avoir des blessures et ce n'est pas la course qui cause des blessures, c'est plus les petites corrections qui est très facile à s'arranger. Alors, je veux juste parler des blessures communes qu'on voit, qu'on entend souvent parler. C'est alors le syndrome du stress tibial, la tendinopathie du talon d'Achille, sensibilité au talon, les douleurs raideurs aux hanches et au dos et finalement les douleurs aux pieds. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la plupart sont évitables ou même guérissables la plupart du temps, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut mettre l'effort, il faut qu'on travaille, il faut qu'on renforce, il faut faire du travail. Alors, j'ai quelques suggestions ici. Alors, pour mettre toutes les chances de notre côté, on veut penser à un numéro 1. Est-ce qu'on a une bonne amplitude du mouvement des chevilles et des hanches? Alors ça, c'est les deux articulations qui ont beaucoup de mouvements et on veut savoir, être sûr que les deux sont, pareils, le mouvement est pareil, mais aussi qu'ils bougent sans problème ou sans douleur. S'il y a un problème au niveau de cette articulation, c'est super important qu'on voit un physio ou même un médecin, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on devrait considérer, parce que là, si on commence à courir
sur des hanches ou des chevilles qui sont super serrées et qui ne nous donnent pas la flexibilité pour pouvoir faire le mouvement qu'on est apprête à faire, là, on met pas des chances de notre côté. Alors, faites attention avec ça. Si on a des problèmes avec ses articulations, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas courir ou marcher vite. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on fasse un peu de travail, qu'on fasse nos devoirs. Numéro 2, muscles forts autour des genoux et des hanches. Alors, souvent, on voit encore, comme j'avais dit, les muscles de devant, les quadriceps sont super forts et les ischio-jambiers ne sont pas très forts. Alors, on veut voir, est-ce qu'on trouve qu'on est plus fort vers l'avant? Alors, postérieur, postérieur. Alors, postérieur, c'est en arrière. Alors, vraiment, le dos, les fessiers, les ischio-jambiers jusqu'au mollet. Est-ce qu'on a une bonne force musculaire là? En comparaison à la force intérieure qui est devant, qui vient chercher les abdominaux, les hanches, les quadriceps. Est-ce que c'est un bon équilibre? Et la force latérale aussi. Ça, c'est des choses que les kinésiologues ou les physios peuvent vous aider à déterminer qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Numéro 3, garder une grande coordination des hanches et du tronc. Alors, en fait, souvent, on entend parler, il faut qu'on renforce les abdos. Si on renforce les abdos, ça va nous aider dans le terme sportif. Dans un sens, oui, et dans un autre sens, c'est qu'il faut que c'est plus la coordination. On veut que les abdos supportent le haut et le bas du corps ensemble et que tout fonctionne ensemble. Alors, je vais vous montrer quelques exercices après ici qui peuvent aider avec ça. Numéro 4, c'est aussi faire un bon échauffement. Alors, avant qu'on commence, on veut faire des mouvements qui mimiquent les mouvements qu'on va faire pendant la course. Alors, juste des marches légères, on monte les genoux, on bouge de côté à côté, on fait des fentes en avant, en arrière. On veut bien se réchauffer, mais aussi qu'il y ait la flexion des hanches, la flexion des genoux qui va mimiquer et qui va ressembler beaucoup à la course. Alors, pour 3 exercices que moi j'aime bien, souvent que je donne à mes clients pour prévenir les blessures et pour faire avant la course, ces 3-là ici. Je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais juste les dire. Alors, c'est meilleur étirement du monde, numéro 1, chien de chasse, numéro 2, et 3, élévation de la hanche qui s'appelle Cook Hip Lift. Je vais enlever ici le sharing, comme ça vous pouvez me voir. D'accord. S'il y a un problème, laissez-moi savoir. Alors, le premier, je vais le faire avec la chaise. Après, je vais vous montrer par terre. On va mettre les mains sur la chaise, apporter la jambe vers l'avant ici. Tiens, je me mets de côté. Et l'autre jambe est derrière moi, tout droite. Le genou qui est complètement barré et élevé par le plafond. Voilà. On va venir chercher les bras comme ça. Alors, vous voulez suivre la main avec vos yeux, comme ça tout le tronc bouge, mais le bas du corps ne bouge pas. Là, si c'est trop facile, on descend un peu plus bas, ou là, on vient chercher un peu plus les hanches. Alors là, je le sens ischio-jambier et je sens aussi ma hanche gauche. Et je peux faire même mouvement ici. Et si c'est trop facile, là, on peut le faire par terre. Alors, même mouvement ici, comme ça. On veut bien sûr que les hanches descendent autant que possible et on fait ce même mouvement-là. Alors là, ça vient chercher encore une fois les hanches, les mollets, les abdos. On ouvre le corps. Alors, ça l'aide pour tout ça. Alors, maintenant, numéro 2, ça va être le chien de chasse, excusez. On va être à 4 pattes ici. On va prendre une main, la jambe opposée. On vient chercher, comme vous allez chercher quelque chose devant vous, vous voulez tenir pour 10 secondes. Alors, on va compter à 10 secondes et bien tenir les abdos serrés ici et la main est vraiment à côté de votre oreille. Après, on va faire l'autre côté et on tient. L'idée, c'est que vous ne laissez pas les abdos votre nombril comme tomber vers le sol. Là. Vous voulez bien maintenir une table bien rigide si vous avez un verre d'eau, que ça ne va pas se balancer. Numéro 3, celui-là ici, on va se mettre par terre, prenez un genou, rentrez l'autre talon dans le sol et on va monter, hop, et on descend. Vous voulez que vous mettez la main sur le fessier
pour s'assurer que c'est le fessier qui fonctionne et non la crampe aux ischio-jambiers ici. Alors, on va monter, on va descendre et comme ça, on s'assure d'activer les fessiers. Très, très souvent, une raison pour laquelle on a beaucoup de blessures en courant, c'est que les fessiers n'activent pas autant que les autres muscles. Alors, si ceux-là, on les réveille, on leur dit hey, c'est votre tour à fonctionner, à travailler, on a plus de chances d'éviter les blessures. Et aussi, pour vous dire, j'adore le numéro 10. Alors, tous ces exercices, j'aime le faire 10 fois. Je vais remettre ma présentation. Parfait. Alors, équipement de course. Là, on va parler un peu des équipements. Quoi comme chaussures, de quoi considérer? Alors, on va s'assurer, on va faire un test de flexion avec les chaussures. Si la chaussure se plie à l'envers trop facilement, là, on peut penser que nos pieds ne font pas ça. On veut quelque chose un peu plus rigide. C'est normal que ça se plie un peu, et si on peut vraiment la plier en deux, là, ça ne va pas marcher. Alors, on cherche une chaussure de support assez supérieur. On veut éviter les chaussures qui ont trop de mousse. Alors, il y a certaines compagnies que les chaussures sont très, très confortables, comme Skechers ou Nike, qui est super confortable, mais pas toujours le meilleur pour une course long terme. Parce que, un, les chaussures vont s'user très vite. Deux, ça ne supporte pas très bien le talon et le pied pour la course. Alors, c'est important de trouver une compagnie ou une chaussure qui vous fait bien un pied, qui n'est pas trop volumineuse et qui s'adapte bien au pied et aussi j'allais dire, ah oui, que c'est bien ferme. Des compagnies que moi j'aime bien, que je suggère, ce serait comme ASICS. Eux, ils font toujours des bonnes chaussures adaptes, de qualité, une semelle très qualité. Gary de Saucony et des fois New Balance. Alors, ça peut dépendre. Ça dépend, il y a des chaussures qui font que le pied est plus large, plus mince, mais on cherche vraiment une bonne semelle. Et si on fait des courses dans les montagnes, sur des sentiers, là, des fois, les Salomon. Salomon, c'est aussi des très bonnes chaussures. Ils en font aussi au Gore-Tex, comme ça, l'eau ne peut pas rentrer. Mais il faut quand même pratiquer à bien courir avec ces chaussures-là avant de faire des courses parce que les semelles sont plus volumineuses et là, ça plus facile à s'enfarger. Alors, il faut bien s'adapter à courir avec ces chaussures-là. Alors, alors pour penser en termes de vêtements, règle numéro 1, 2 et 3, c'est vraiment plein de couches. On veut avoir plein de couches superposées parce que quand on commence, on va dehors, surtout l'hiver, il fait très, très froid, mais surtout quand on commence à bouger, là, on a chaud. Là, on veut avoir l'option d'enlever quelques couches sans avoir trop froid tout d'un coup, on se refroidit trop vite. Alors, une petite couche bien mince en dessous, on peut avoir un autre pull par-dessus. Après, surtout ici à Vancouver où il pleut beaucoup, on va avoir l'imperméable. Ils font plein de belles, des manteaux super légers maintenant et très efficaces qui peuvent bloquer le vent et aussi la pluie, qui est facile à mettre dans une petite poche si on veut. Alors, ça, il y a plein d'options. Un truc à penser, c'est pas mettre des shorts trop courts ou si on en met des courts, savoir qu'il y a peut-être des frottements qui peuvent se passer et là, ça fait mal. Alors, on peut se retrouver aussi, il y a certaines personnes qui trouvent que leur maillot ou leur t-shirt, ça peut frotter aussi le haut du corps. Alors, il y a des produits comme Lanacane et Body Glide, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, même la Vaseline, on peut en mettre sûrement. Il y a plein de substances qu'on peut utiliser pour mettre sur le corps, comme ça, on ne va pas avoir un frottement et quand on court, ça peut être désagréable. Les collants pour l'hydratation, là, il y a plusieurs options. On peut avoir une bouteille si on n'aime pas avoir une bouteille dans la main. Il y a les ceintures d'eau. Et aussi, si on fait dans les sentiers, on peut avoir un petit sac à dos, on peut mettre de l'eau dedans, comme ça, on a les mains libres pour s'adapter le terrain qui change. Alors, ça, il faut vraiment voir, essayer qu'est-ce qui fonctionne mieux pour nous. Et les chaussettes, de penser aussi d'éviter le coton, même si le coton, au début, c'est confortable. Long terme, après 30 minutes, 60 minutes ou plus longtemps, là, on va commencer à avoir peut-être des frottements aussi, que là, ça absorbe plus la transpiration. Alors, on veut une chaussette qui absorbe plus la transpiration de long terme.
Alors, considération de sécurité et solution de rechange. Alors, juste un petit truc à considérer en termes de sécurité, de ne pas courir tout seul, surtout s'il fait noir, quelqu'un qu'on a un ami ou quelqu'un qui sait où on est. On veut porter l'équipement réfléchissant, on veut connaître son parcours ou ses environs. Et en course du sentier, porter attention à la faune et s'assurer que les écouteurs n'empêchent pas d'entendre des informations sonores importantes. Je trouve surtout de nos jours, nos écouteurs sont super bons, qui est génial pour écouter la musique, mais ça peut être très dangereux, surtout si on a les deux. Moi, ma préférence, si j'écoute la musique, c'est toujours juste d'en mettre un, comme ça j'ai toujours mon autre oreille pour entendre qu'est-ce qui se passe autour de moi, surtout en habitant en ville, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui change. Et aussi, dans les montagnes, c'est très possible qu'on entend un ours dans le coin ici. Alors, il faut qu'on fasse attention. Et aussi, si on n'est pas prêt à courir, ou on ne le veut pas, ou on a mal, c'est pas le bon temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous donner un exemple comme moi, la dernière année que j'étais en blessure, j'ai fait beaucoup d'entraînement à la gym, à la salon d'entraînement, qui permet de directement, après, me mettre en course et pouvoir faire une compétition assez, euh, assez vite après. Alors, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire dans la salle de gym, que si éventuellement on veut courir, que ça va absolument contribuer à notre objectif de course, mais d'une façon plus saine pour les articulations, pour le corps. Et aussi, des fois, c'est les éléments. S'il fait froid, il y a la neige, c'est pas toujours très pratique d'aller courir à l'extérieur. Alors, il y a aussi l'équipement comme l'elliptique, le Stairmaster, bien sûr le tapis roulant à l'intérieur, le bicycle, il y a tout ça qu'on peut faire qui va quand même contribuer à notre but aussi. Et la réadaptation physique, il y a toujours plein de trucs qu'on peut apprendre ou des physios, des kinésiologues qui pourraient nous aider encore à se rétablir et sentir mieux pour pouvoir éventuellement marcher, courir ou faire d'autres trucs qu'on aime bien faire. Alors, oui, c'est ça. Je pense que... Ah oui, est-ce que vous avez des questions? On a tout fini là. Merci beaucoup, Mélanie, pour ta présentation. Vraiment super intéressant. J'ai adoré toutes les astuces que tu as données en termes de souliers, l'hydratation, plein de trucs que je ne savais pas. L'hydratation une semaine avant la course, qui avait pensé? Je croyais que c'était la journée même. Donc, merci beaucoup pour tous les renseignements. Comme tu mentionnais, c'est maintenant le temps de répondre aux questions. Donc, un petit rappel, si vous désirez poser une question, vous pouvez nous acheminer votre question via l'outil Q&R ou Q&A en anglais. L'outil se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, je peux commencer par regarder quelques questions. Donc, j'en ai une. Quelle recommandation avez-vous pour quelqu'un qui veut commencer la course qui est enceinte? Bonne question. En général, les recommandations autour c'est vraiment commencer avec le médecin. Je sais, c'est pas une réponse nécessairement qu'on veut entendre, c'est parce que à chaque grossesse, c'est tellement différent. Euh, alors, une des règles assez reconnues, c'est si on a déjà couru avant, si on a déjà un certain niveau d'entraînement, en général, on peut commencer et continuer dans cette intensité pour un certain nombre le premier trimestre et des fois le deuxième trimestre, mais si on n'a pas encore, si on veut vraiment apprendre à courir, là, c'est pas souvent recommandé de commencer la course à zéro plus que de zéro parce que le corps a déjà beaucoup de stress et beaucoup de choses à adapter. Alors, ajouter un autre truc à adapter, c'est pas recommandé. Alors, étape numéro un, voir un médecin et sur toutes les données sont bonnes en termes de biométrique. Et après, de là, voir si le médecin a dit c'est pas de problème. Souvent, on continue
de l'exercice qu'on faisait avant pour le premier trimestre et après s'adapter en fonction des symptômes. Et ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Mélanie. Il y a une autre question ici. Que pensez-vous des outils pour mesurer le pouls? Donc, la personne dit que des fois, Mhm. on a l'impression que ça ne mesure pas nécessairement le pouls, c'est plutôt les enjambées qu'on mesure. Donc, Mhm. elle voulait avoir votre opinion sur Mhm. ces outils. Ouais, génial. Surtout, ouais, on a tous ces montres avec un senseur. C'est malheureusement quand même connu qu'ils ne sont pas aussi si bonnes à calculer les poux que si on a une bande. Il y a certaines montres où on peut acheter ça à part, où on va avoir une bande qui vient autour du corps. Ceux-là sont reconnus pour être beaucoup plus euh, fiables et souvent c'est pas Polar et je pense qu'il y a une compagnie qui les font. Et moi, je sais que c'est ça qu'on utilise en clinique parce que là, on va toujours avoir les fréquences cardiaques, mais c'est vrai, avec les montres, ça peut vraiment varier. Des fois, ça varie s'il y a des gens qui ont des tatous, si on a un coup de soleil, ça peut vraiment varier, qui est dommage. Alors, si on veut quelque chose de plus fiable, c'est vraiment aller chercher, trouver euh, essayer de penser comment on appelle ça. Les Mais c'est vraiment comme ceintures? une petite ceinture avec un senseur dessous. Alors, c'est vraiment proche du cœur et ce serait plus ça que je serais portée à chercher pour s'assurer qu'on a toujours des bonnes fréquences. Merci, Mélanie. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Les marathons, est-ce qu'il y a que pensez-vous en fait des marathons, la quantité? Est-ce qu'il y a comme une quantité maximum de marathons que tu recommandes par année? J'imagine que ça doit dépendre de la santé de chacun et chacune. Mhm. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment difficile à dire en numéro parce qu'on peut voir des gens qui font des ultramarathons et qu'ils dédient leur vie à faire ça et nécessairement le travail peut n'être pas autant. Il n'y a pas d'autres facteurs dans la vie qui peut permettre qu'on temps plein, ça va être un emploi en soi si on veut en faire beaucoup. Euh, En termes de recommandations, je pense pas que le Canada, là, si ça a un nombre absolu tu sais, qu'on ne dépasse pas ça, ça va être vraiment en termes de symptômes. Est-ce qu'on se réadapte, on récupère bien? Est-ce que il y a des blessures qui viennent se former? Si on est en santé, on récupère bien, il n'y a pas de plateau d'entraînement, là, on peut peut-être venir en faire une coupe par année, mais c'est vraiment, chaque personne, je recommande bien de travailler avec ou un entraîneur ou un kinésiologue pour être sûr que le plan parce qu'en général, on fait des programmes periodized, où c'est sur le long terme, où à chaque mois, on fait une progression. Alors, il faut qu'il y ait assez de mois de progression pour pouvoir bien faire un marathon et assez de temps pour récupérer pour après encore recommencer de faire de la musculation, refaire. Alors, ça va juste, ouais, malheureusement, ça va dépendre. J'aimerais Ouais. donner une meilleure réponse que ça, mais si vous voulez me Mais ça contacter prend, après. Mhm. oui, ça prend donc ça prend vraiment comme un entraîneur en fait pour quelqu'un qui désire en faire souvent des marathons là, Oui, pour quelqu'un qui au va niveau, guider là, l'entraînement en fait. oui, c'est ça. Vraiment, le niveau performance, c'est là que c'est super important d'avoir quelqu'un qui a bien calculé le coût, qu'on sait très bien stratégiquement où c'est combien de kilomètres, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, oui. Parfait, mais merci. Mhm. Mélanie, nous n'avons plus de questions dans l'outil QER. Donc, je crois que la présentation peut maintenant prendre fin. Donc, on espère que vous avez aimé le webinaire et le contenu vous a été utile. Mélanie, si tu veux passer à l'autre Mhm. Ah, bien diapo. sûr, oui, oui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire directement à Mélanie Portal, mélanie.portal@telus.com. J'aimerais encore une fois vous rappeler de bien vouloir répondre à notre court sondage de satisfaction. On aime lire vos commentaires et découvrir des façons d'améliorer nos présentations. Alors, sur ce, merci de votre participation et bonne soirée.
Merci bien.